Allô? Donc, une deuxième capsule sur la dynamique de rotation. Celle-ci porte sur le moment d'inertie. Le moment d'inertie, on utilise la lettre I et ces unités sont des kilogrammes fois mètre carré. Puis, comment on calcule ça dans le fond, au moment d'inertie? En premier, c'est que ça dépend de quel objet on a. Si on a un disque, une sphère qui tourne sur soi-même, s'il tourne autour de son centre de masse ou non. D'accord? Si on imagine un objet ici qui tourne là en passant derrière l'axe de rotation comme ça et devant ensuite, s'en va vers l'arrière dans le fond de l'écran, là, puis il revient vers l'avant, puis il passe devant l'axe de rotation, il fait un mouvement circulaire de rayon R, on va appeler ça là, R minuscule, le rayon de l'orbite, si on veut. Et le rayon de l'objet, bon, on utilise la lettre majuscule dans ce cas-ci, là, peu importe vraiment, mais disons le rayon de l'objet comme tel, là, ici. Le Benson utilise un R minuscule pour l'orbite, un R majuscule pour l'objet. Je crois que la France aussi. Finalement, peut-être que le Séguin aussi. Et au fond, on va dire que pour une particule, c'est-à-dire si l'objet est petit, c'est sa masse fois le rayon de l'orbite au carré. Comment on sait s'il est petit? Il faut que le rayon de son orbite soit pas mal plus grand que son propre rayon. Genre la Terre autour du Soleil ou la Lune autour de la Terre. Le rayon autour de la Terre, le rayon d'orbite de la Lune autour de la Terre est 60 fois son rayon à peu près. Dans le cas de la Terre autour du Soleil, c'est comme 1 million de fois. Vraiment, si le rayon de l'orbite est à peu près une dizaine de fois le rayon, là, on s'approche d'une approximation à peu près contente. OK? Donc ça, c'est une particule de masse M qui tourne autour comme ça là, d'un axe. D'où ça vient? Je vous garoche ça un peu comme ça. Ça vient du développement là, quand on essaie de calculer l'énergie cinétique de rotation. Je pourrais vous le démontrer. Tiens, je fais une petite parenthèse. L'énergie cinétique de translation, vous avez vu ça en secondaire 4. Puis, si vous faites les chapitres dans l'ordre, vous avez vu ça au chapitre 7. L'énergie cinétique de translation, demi mv carré. Vous avez vu ça en secondaire 4 et 5 aussi. Pour l'énergie cinétique de rotation, on aimerait, vous vous doutez, avoir une formule qui a une demi fois quelque chose fois une vitesse au carré en rotation. Est-ce qu'on connaît ça, une vitesse au carré en rotation? Une vitesse de rotation, c'est la vitesse angulaire au carré. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on met là? Regardez comment on le démontre. Je vais présumer que j'ai un objet là, disons quelconque. Je plante un crayon dedans pour voir un axe de rotation. Et je le fais tourner autour de l'axe. Comme ça. Il va y avoir différents morceaux de l'objet. Disons l'objet, le morceau 1, le morceau 2, le morceau 3. Il y en a des centaines de morceaux. Chaque atome, on peut considérer chaque atome, considérons-en 3. Chacun de ces atomes-là ou de ces petits morceaux-là va faire un cercle de rayons différents, n'est-ce pas? Ils ont tous le même oméga parce qu'ils font tout un tour en même temps. La patate fait un tour du crayon, tous les morceaux de la patate ont fait un tour du crayon. Mais ils n'ont pas le même rayon, donc ils n'ont pas la même vitesse parce que V égale oméga R. Mais si on calcule l'énergie cinétique, une demi M1 V1 au carré, plus une demi M2 fois V2 au carré, et la même chose pour V3, M3, on va vouloir changer leur vitesse en angulaire pour avoir une idée de la formule de rotation. Puis ils ont tous le même oméga, fait qu'on va pouvoir mettre le oméga en évidence. Regardez bien. Ils ont tous aussi une demi qu'on peut mettre en évidence. Puis là, je vais avoir V1 qui va égaler oméga 1 avec R1. Je vais avoir V2 qui va égaler oméga 2 avec R2. V3, ainsi de suite, oméga 3 avec R3, mais ils ont tous le même oméga.
que je mets en évidence au carré, V au carré, oméga au carré, R au carré. Puis là, il va rester quoi? M1 avec son R1 au carré, M2 avec son R2 au carré. Et ce qui est là, c'est justement ce que j'ai cherché à mettre là, MR carré, qui joue le rôle de masse qu'on appelle le moment d'inertie pour chaque particule. C'est-à-dire que si on a plusieurs particules, le I total va égaler M1 avec R1 au carré, M2 avec R2 au carré, et ainsi de suite pour le nombre de particules qu'on a. Si je voulais considérer chacun des millions de milliards de nombres d'Avogadro de particules d'atomes que j'ai, chacun avec une masse infinitésimale dm, ben, je pourrais faire une intégrale, le I sur la forme d'un objet, c'est l'intégrale de tous les morceaux. Bon, on vous fera pas faire d'intégrale dans ce cours-ci de mécanique au cégep, mais sachez que c'est comme ça qu'on obtient les formules que vous avez sur votre feuille ou à la page 393 dans le Benson, 400 quelque chose là, dans le La France, ainsi de suite. Sur vos feuilles de formules, vous avez ces formules-ci probablement. M fois la longueur de la tige au carré, pour une tige. Donc ça, c'est pour une tige. Puis, sur vos feuilles de formules, là, probablement dans tous les cas, là, c'est des I pour des axes qui passent par le centre de masse de l'objet. On va appeler ça des ICM. Si c'est un disque ou un cylindre, vous allez avoir une demi MR, le rayon du disque au carré. Donc vous avez tout ça pour différents objets sur votre feuille de formule. On dit que ce sont tous des ICM, c'est-à-dire que l'axe de rotation, si c'est un disque là, l'axe de rotation passe par le centre de l'objet, le centre de masse de l'objet, qui est souvent son centre géométrique, dans le cas des formes simples, là, un disque, une sphère, une tige. Donc ICM parce que l'axe passe par le centre de masse. Qu'est-ce qu'on fait quand l'axe ne passe pas par le centre de masse? Si ce n'est pas un axe qui passe par le centre de masse, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le théorème des axes parallèles. Au fond, disons que j'ai un axe de rotation ici, puis que j'ai un objet ici. Donc ça, c'est l'axe de rotation. Je vais le mettre de la même couleur, là. Comme ça. Ben, je vais le mettre d'une autre couleur. Ce qui ne passe pas par le centre de masse. Disons que le centre de masse, il est ici, puis qu'il y aurait pu avoir un I connu quand on tourne autour de cet axe-là. Ce serait le ICM, autour de l'axe ici. Eh bien, nous, on ne le fait pas tourner autour de cet axe-là. On le fait tourner autour d'un autre axe qui est perpendiculaire à cet axe-là. Mais au fond, tout ce qu'on a besoin d'avoir, c'est la distance qu'il y a entre le centre de masse et notre axe de rotation. Le I, je l'appelle souvent le I, je mets une étoile là, pour me rappeler que c'est pas un ICM. Ou on peut se mettre comme un petit point pour se rappeler que c'est autour de l'axe là, que j'ai mis en rouge. Ben, on prend notre ICM. Si c'est une tige, on prend le I centre de masse de la tige, un 12e masse longueur de la tige au carré, ainsi de suite. Si c'est un disque, on prend la formule pour le disque et on rajoute la masse de l'objet fois le D au carré. Dans certains manuels, on va mettre un H ici au lieu du D. C'est la même chose. Donc voilà, ça ici, on appelle ça le théorème des axes parallèles. Parallèles. Bref. OK. Donc, c'est tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir pour le moment d'inertie. Comment on calcule ça pour différents objets. Ça se retrouve en général sur votre feuille de formule. Ces formules-là. Sinon, il y a une page dans votre livre aussi là, où vous pouvez retrouver ça. Puis, en général, juste après, dans vos livres, il y a le théorème des axes parallèles. Ce que vous allez avoir comme exercice, ben, au début, probablement qu'on va vous donner un ensemble de particules.
On va vous donner un axe de rotation. Disons qu'on tourne autour de cet axe ici, là. Puis on pourrait vous donner des distances ou des trucs comme ça. Puis que tout ça ensemble, comme si c'était fixé par des petites tiges de masse négligeable. Puis qu'on avait 4 masses des particules. Et puis que tout ça allait tourner autour de ce point-là. Puis on veut calculer le moment d'inertie. Ensuite, donc on débute avec des particules. Ensuite, on va vous donner, mettons, un disque. Son moment d'inertie, c'est quoi? S'il tourne autour de son centre. Puis si on prenait le disque et on le faisait tourner autour d'un axe de rotation qui passe par sa circonférence, comment on calculerait son moment d'inertie? Ben, justement, on prendrait le théorème des axes parallèles. On prendrait le ICM pour un disque, puis on rajouterait masse fois distance sur laquelle on a déplacé l'axe. Le ICM dans votre manuel, dans votre feuille de formule pour un disque, c'est un disque avec une certaine épaisseur, là, c'est la moitié de sa masse fois son rayon au carré. Puis là, le rayon, c'est aussi la distance de par laquelle on a déplacé l'axe. Le D est égal au rayon. Ensuite, ben, vous allez pouvoir combiner des objets. Mettons une tige et un cylindre, calculer le moment d'inertie de ça. Ou mettons qu'on met quelques tiges autour d'un cylindre et qu'on met un anneau autour, calculer le moment total, le moment d'inertie total de cette structure-là. Ben, vous allez prendre le moment d'inertie pour un disque, 4 fois le moment d'inertie pour une tige, puis là, elle ne tourne pas autour de son centre, donc utilisez le théorème des axes parallèles pour la tige et pour un anneau. Un moment d'inertie pour un anneau. Une fois qu'on a des moments d'inertie, eh bien, il faut savoir comment calculer des moments de force parce que c'est ça qui intervient dans la deuxième loi de Newton en rotation. D'accord? Donc, la prochaine capsule sera sur les moments de force. Comment on calcule ça? La lettre grecque tau. OK. Bonne fin de journée et on se revoit dans la capsule suivante.